Chacun, quand vous avez écrit la chanson My Way pour Frank Sinatra, il aurait dû vous faire une fellation. Je veux dire, c'était une sacrée chanson, c'était loin d'être ce que je voulais pour Frank Sinatra. Frank Sinatra avait une façon d'arrêter le monde, que ce soit s'approchant d'un micro ou entrant dans une pièce, mais derrière le glamour, les smokings et les ovations debout se cachait une vie imprégnée de murmures d'amitié dangereuse, d'accords politiques et de batailles privées qu'aucun projecteur ne pouvait dissimuler. Ses amis craignaient de le contrarier. Pourtant, des millions de personnes l'adoraient. Et Paul Anka, qui a donné à Sinatra la chanson qui a défini son héritage, a vu l'homme derrière la musique. Mais ce qu'il a vu allait changer à jamais la façon dont le monde se souvient de Sinatra, la chanson qui a tout changé. Paul Anka a peut-être donné à Frank Sinatra la chanson qui a transformé sa carrière et cimenté son héritage, mais ce faisant, il a découvert quelque chose sur Sinatra qui allait changer à jamais la façon dont il le voyait. Mais avant que cela ne se produise, Paul Anka vivait déjà un succès dont la plupart des adolescents ne pouvaient que rêver. Anka a connu la gloire à la fin des années 1950 avec des succès comme Diana, Lonely Boy et Put Your Head on My Shoulder. Ces chansons n'étaient pas seulement populaires, elles sont devenues des références culturelles de l'époque. Les stations de Radio N avaient jamais assez de son image propre, de ses mélodies entraînantes et du charme sain qui faisait un favori parmi les fans adolescents et leurs parents. Mais derrière cette image de garçon d'à côté se cachait un auteur-compositeur ambitieux et déterminé. Dès son plus jeune âge, Anka avait admiré les grands chanteurs de la génération précédente, particulier Frank Sinatra. Alors qu'Anka conquérait les charts de la pop pour adolescents, Sinatra évoluait dans un monde complètement différent. Le royaume sophistiqué du swing, des grands orchestres et des ballades pour adultes. Pour Anka, l'étiquette d'idole des adolescents était à la fois une bénédiction et une limite. Il voulait la longévité. Il voulait être considéré comme un compositeur et parolier sérieux, et pas seulement comme un séducteur pour le marché des jeunes. Et s'il y avait un artiste pour lequel il rêvait d'écrire, c'était Frank Sinatra. L'occasion s'est présentée d'une manière inattendue. À la fin des années 1960, Anka a entendu une chanson française intitulée Qu'habitude, composée par Jacques Rivot et avec des paroles de Claude François et Gilles Thibault. Le titre de la chanson se traduit par « Comme d'habitude » et son ambiance était mélancolique, une réflexion sur la monotonie et la distance émotionnelle dans une relation échec. Bien que la mélodie ait attiré l'oreille d'Anka, c'est le potentiel de quelque chose de plus grand qui l'a frappé. Il a immédiatement commencé à réfléchir à la façon dont l'air pourrait être transformé pour un public anglophone. Chunk 2. Le moment décisif s'est produit lorsque Anka a appris que Sinatra envisageait de prendre sa retraite. 1968, Sinatra était dans le secteur de la musique depuis des décennies. Et bien qu'il soit resté un géant de l'industrie, on murmurait qu'il était prêt à cesser de se produire. Anka, qui s'était alors imposé à la fois comme chanteur et comme auteur-compositeur, a su instantanément que Cas d'habitude pouvait être réimaginé quelque chose de profondément personnel pour Sinatra, une sorte d'adieu musical. Déterminé à saisir l'occasion, Anka a obtenu les droits d'adaptation de la chanson française. Il ne l'a pas simplement traduite, il l'a complètement réécrite, adaptant chaque ligne à la personnalité, à la carrière et à l'image publique de Sinatra. Anka a raconté une fois qu'il voulait que la chanson sonne comme si Sinatra lui-même parlait directement à son public. Résumant sa vie et sa carrière avec honnêteté et fierté, il a écrit les paroles « Une seule nuit à New York ». Assis seul, il imaginait Sinatra dans le studio d'enregistrement, interprétant chaque ligne avec ce mélange distinctif de bravade et de vulnérabilité. Des lignes comme « I did it my way » n'étaient pas aléatoires. Elles ont été soigneusement conçues pour correspondre à l'indépendance rebelle de Sinatra et à sa réputation de vivre sa vie selon ses propres conditions. Anka a évité de la rendre trop sentimentale ou apitoyée sur soi. Au lieu de cela, il lui a donné le ton d'une déclaration finale d'un homme qui avait vécu pleinement et sans s'excuser. Lorsque Anka a présenté la chanson à Sinatra, elle a immédiatement collé. Décembre 1968, Sinatra a enregistré My Way
et elle est sortie au début de 1969. Bien qu'elle n'ait pas été un succès numéro 1 instantané aux États-Unis, elle a culminé à la 27e place du Billboard Hot 100. Pour les fans de Sinatra, My Way était une déclaration. Elle a capturé l'essence de ce qu'il était, un homme qui a navigué les hauts et les bas de la vie avec style, confiance et un refus de se conformer. Ironiquement, la chanson qu'Anka avait voulu comme le chant du cygne de Sinatra a fini par reporter sa retraite. L'impact culturel massif de My Way a revigoré la carrière de Sinatra, le gardant sous les feux de la rampe et sur scène pendant des années. Elle est devenue la chanson la plus étroitement associée à lui, clôturant ses concerts et cimentant son image d'individualiste ultime dans la musique. La portée de My Way est allée bien au-delà de Sinatra lui-même au fil des décennies. La chanson a été reprise par des centaines d'artistes, chacun apportant sa propre interprétation. Elle est apparue dans des films, des émissions de télévision et d'innombrables spectacles d'hommage, devenant un hymne mondial à l'autodétermination. Dans des pays comme le Royaume-Uni, elle détient des records de longévité dans les charts. Et dans des endroits comme les Philippines, elle a même suscité des débats, raison de sa popularité controversée dans les bars karaoké. Mais pour Paul Anka, le succès de My Way était plus qu'un simple crédit d'écriture de chansons. C'était un tournant qui l'a élevé du statut d'idole des adolescents à celui de compositeur respecté dans le monde de la musique contemporaine pour adultes. Bien que sa propre carrière de chanteur se soit poursuivie, sa capacité à écrire une chanson qui définirait l'héritage d'un autre artiste l'a distingué. Le partenariat entre les mots d'Anka et la voix de Sinatra a créé quelque chose de rare dans l'histoire de la musique. Chunk 3, une chanson si intimement liée à son interprète qu'il est presque impossible de séparer les deux. Et dans les années qui ont entouré ce moment, Paul Anka a fait son entrée dans un cercle élite d'artistes où Frank Sinatra régnait maître. Ils étaient appelés le Rat Pack. Et c'est dans ce cercle qu'Anka a pu voir le vrai Sinatra. Au sein du Rat Pack, au moment où My Way a fait sa marque, Paul Anka était devenu un membre du cercle intime de Sinatra, le Rat Pack, l'un des groupes les plus glamour, puissants et dont on parlait le plus dans l'histoire du divertissement. Le Rat Pack n'était pas un groupe officiel ou une organisation formelle. Il s'agissait simplement d'un rassemblement de personnalités plus grandes que nature, dont le charisme combiné pouvait commander la scène, l'écran et même les cercles politiques. Les membres principaux étaient Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop et Peter Lawford. Chacun apportait quelque chose de différent au mélange. Sinatra avait la voix et le leadership inégalés. Martin dégageait un charme naturel et un sens du timing comique. Davis était l'artiste complet avec un talent pour le chant, la danse et les imitations. Bishop s'occupait d'une grande partie de la coordination et de l'humour coulisses, et Lawford ajoutait une connexion hollywoodienne et, plus important encore, un lien direct avec la royauté politique grâce à son mariage avec Patricia Kennedy, la sœur du sénateur John F. Kennedy. Leur image publique était purement cool des années 1960, avec des costumes sur mesure, des verres à cocktail à la main, et une démarche assurée qui faisait que le public se sentait chanceux de simplement les regarder. Ils ont dominé Las Vegas avec des spectacles légendaires à l'Hôtel Sands, où l'atmosphère était à la fois une performance, une blague entre initiés et une fête déchaînée. Sur scène, ils se taquinaient sans pitié, échangeaient des chansons et se lançaient dans des numéros non scénarisés qui tenaient le public à haleine. L'alchimie était indéniable et le sens du plaisir semblait authentique, mais l'influence du Rat Pack s'étendait bien au-delà des lumières de la salle d'exposition. Ils étaient des têtes d'affiche à Hollywood, jouant ensemble dans des films comme Ocean's 11, qui est devenu un symbole culturel de leur style. Ils exerçaient également une influence politique importante. Sinatra, particulier, était, selon les rumeurs, un ami proche de John F. Kennedy, et le Rat Pack a utilisé sa renommée pour faire campagne pour lui lors de l'élection présidentielle de 1960. Leurs événements pouvaient attirer des foules massives et leur soutien avait du poids auprès des électeurs. Fait, au début des années 60, être vu avec le Rat Pack n'était pas seulement une marque de prestige social,
Cela pouvait être un avantage politique. L'entrée de Paul Anka dans ce groupe exclusif n'était pas accidentelle. Son succès musical lui avait déjà valu le respect de l'industrie, mais My Way et son amitié personnelle grandissante avec Sinatra lui ont donné quelque chose que ce cercle ne jetait pas simplement autour de lui, la confiance. Chunk 4, Sinatra le traitait comme le gamin du groupe, un jeune protégé qui pouvait observer, apprendre et, le moment venu, se joindre aux plaisanteries. De l'intérieur, Anka a vu une facette du Rat Pack que le public n'a jamais vue. Il y avait des fêtes bien tard dans la nuit où l'air était épais de fumée, de rires et du son des verres qui s'entrechoquaient. L'appétit du groupe pour l'indulgence était légendaire. La drague, la consommation excessive d'alcool et les jeux d'argent à enjeux élevés faisaient tous partie du style de vie. Anka a également été témoin de la complexité de leurs relations. La camaraderie était réelle, mais les rivalités et les moments de tension l'étaient aussi. Chaque homme avait sa propre carrière, son propre ego et ses propres ambitions, et il n'était pas toujours facile d'équilibrer ce mélange. Dean Martin, par exemple, jouait souvent le rôle du Joker décontracté, mais il gérait également soigneusement son image publique et ses engagements professionnels. Sammy Davis Jr. a fait face aux pressions liées à la suppression des barrières raciales dans le monde du spectacle, même s'il se tenait côte à côte avec certains des artistes les plus influents de l'époque. Et Sinatra lui-même, au centre de tout, pouvait être farouchement loyal un moment et inaccessible l'instant d'après. Il y avait aussi les connexions qui opéraient dans l'ombre. Les liens du Rat Pack avec la mafia étaient un secret de polichinelle dans certains milieux. Las Vegas dans les années 1960 était encore fortement influencé par le crime organisé et avoir les bonnes amitiés pouvait faire ou défaire le succès d'un artiste là-bas. Pour Anka, qui était encore train de se tailler une place dans l'industrie, il a rapidement appris comment le divertissement, la politique et le pouvoir pouvaient se mélanger d'une manière aussi risquée que gratifiante. Les liens politiques étaient une autre caractéristique déterminante de l'influence du groupe. La connexion de Peter Lawford avec Kennedy signifiait que le Rat Pack ne se contentait pas de côtoyer des stars hollywoodiennes et des chefs de la mafia. Il dînait avec des présidents et façonnait la perception du public pendant l'une des décennies les plus turbulentes de l'histoire américaine. Anka a vu à quelle vitesse les alliances pouvaient changer, surtout lorsque la loyauté personnelle se heurtait aux réalités politiques. Être à l'intérieur du Rat Pack, c'était comme avoir un laissez-passer pour les coulisses d'un monde où les règles étaient facultatives. L'influence était une monnaie d'échange et les réputations pouvaient changer du jour au lendemain. Le glamour était enivrant, mais le dysfonctionnement était impossible à ignorer. Sinatra pouvait commander une pièce comme personne d'autre, mais il y avait un côté plus sombre chez lui qui pouvait créer des frictions. Anka a rapidement appris que le Rat Pack n'était pas seulement un groupe d'artistes qui s'amusaient, c'était une structure de pouvoir avec Sinatra comme force motrice. Et à l'intérieur de cette structure, Anka a commencé à voir l'autre facette de son idole, un homme dont le charisme masquait une nature plus compliquée et parfois controversée. La nature controversée de Frank Sinatra. La voix de Frank Sinatra pouvait remplir une salle de concert de chaleur et de charme. Mais loin du micro, sa vie était souvent entourée d'ombre. L'homme qui chantait My Way avec conviction et confiance a vécu une vie bien plus compliquée que l'image que ses fans adoraient. Derrière les smokings, les lumières de la scène et le glamour du Rat Pack se cachait une figure dont le nom apparaissait à plusieurs reprises dans les dossiers du FBI, les rumeurs de la mafia et les occasions de batailles judiciaires. Chunk 5, pour Paul Anka, qui a vu Sinatra à la fois sur scène et à huis clos, c'était le côté de la légende qui révélait à quel point le monde du spectacle pouvait être calculé et parfois dangereux. L'une des rumeurs les plus persistantes concernant Sinatra était sa prétendue connexion avec certaines des figures les plus notoires du crime organisé. Des noms comme Lucky Luciano, Sam Giannana et Bugsy Siegel sont souvent apparus dans les reportages des médias et les enquêtes gouvernementales qui ont tenté de cartographier le réseau d'amis et d'associés de l'artiste. Bien que Sinatra ait toujours nié toute implication dans des activités illégales, les rumeurs ont persisté, raison de la compagnie qu'il était connu pour fréquenter, particulier à Las Vegas,
et dans d'autres centres de divertissement influencés par la mafia. 1946, ces murmures ont pris un nouvel élan lorsque Sinatra aurait assisté à la tristement célèbre conférence de La Havane, un rassemblement des principales figures de la mafia à Cuba organisé par Lucky Luciano. Cette réunion n'était pas un dîner informel, c'était un sommet stratégique où les chefs du crime organisé ont discuté des opérations, des territoires et des futures entreprises commerciales. Pour les forces de l'ordre, la prétendue présence de Sinatra à cet événement était plus qu'une coïncidence, c'était un signal d'alarme. Le FBI a commencé à surveiller de près Sinatra et cette surveillance se poursuivrait pendant plusieurs décennies. Des milliers de pages de rapports ont documenté ses mouvements, ses amitiés et même ses entreprises commerciales. L'une des allégations les plus persistantes était que Sinatra agissait comme médiateur entre les chefs de la mafia et les politiciens. Certaines rumeurs affirmaient qu'il avait aidé la campagne présidentielle de John F. Kennedy, utilisant les votes des syndicats soutenus par la mafia dans les États clés. Cependant, cette allégation n'a jamais été prouvée, mais elle est restée collée au récit public de Sinatra pendant des décennies. Il y a également eu une controverse concernant son absence de service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, Sinatra a été exempté raison d'un tympan percé et de problèmes psychologiques constatés dans son évaluation médicale. Mais des années plus tard, certaines rumeurs ont affirmé qu'il avait payé 40 000 $ pour éviter la conscription, une accusation qu'il a niée avec véhémence. Le dossier officiel soutenait l'exemption médicale, mais l'ombre du soupçon était difficile à dissiper. La volatilité de Sinatra s'est également manifestée lors de confrontations publiques. Il en a été accusé à plusieurs reprises d'avoir participé à des altercations physiques avec des journalistes, des photographes et même ses propres attachés de presse lorsque des articles ou des photographies n'étaient pas à son goût. L'un des incidents les plus tristement célèbres s'est produit en 1973 lorsqu'il a publiquement confronté la journaliste du Washington Post, Maxine Cheshire, après qu'elle eut écrit un article critique à son sujet. L'affrontement a été houleux et a cimenté la réputation de Sinatra d'avoir la mèche courte lorsqu'il était contesté. Ses relations avec des personnalités politiques ont également apporté à la fois prestige et embarras. Par exemple, Sinatra était un fervent partisan de John F. Kennedy et a utilisé ses relations pour aider à organiser des événements de campagne remplis de stars. Cependant, 1962, après l'élection, JFK a brusquement pris ses distances avec Sinatra. La raison, selon de nombreux rapports, était l'avertissement des conseillers du président concernant les prétendus liens de Sinatra avec la mafia, particulier son amitié avec Sam Giannana. Le camouflet a été humiliant pour Sinatra, qui avait même rénové sa maison pour accueillir une visite présidentielle prévue pour finalement voir Kennedy séjourner chez Bing Crosby à la place. Pour compliquer davantage les choses, il a été allégué que Sinatra avait facilité la liaison de Kennedy avec Judith Exner, une femme qui a ensuite été liée romantiquement à Giancana. Chunk 6. Que les détails soient exacts ou non, la perception a été dommageable. Les transactions commerciales de Sinatra au Nevada ont également fait l'objet d'un examen minutieux. 1963, sa licence de jeu a été révoquée après que Giannana ait été aperçu au Calnea Lodge, un complexe de casino dont Sinatra était partie propriétaire. Le Nevada Gaming Control Board ne tolérait pas les associations visibles avec la mafia et Sinatra a été contraint de se départir à la fois du Calneville Lodge et de ses intérêts dans l'hôtel Sands. Ces pertes n'étaient pas seulement financières, elles étaient des coûts personnels pour un homme qui avait fait de Las Vegas un élément central de son empire. Au fil des ans, Sinatra a également mené des batailles juridiques pour protéger son image. 1983, il a poursuivi la biographe Kitty Kelly au sujet de son livre non autorisé His Way, qui brossait un portrait peu flatteur basé sur des entrevues avec d'anciens associés et employés. Sinatra a qualifié le livre de sensationnaliste, mais la poursuite est devenue un autre titre dans une carrière où sa vie privée s'est souvent déversée dans le domaine public. Il a également intenté des poursuites contre des promoteurs et des journalistes
qui, selon lui, ont déformé son personnage ou exploité son nom. L'un des épisodes les plus curieux s'est peut-être produit lorsque Sinatra aurait offert de devenir un informateur du FBI, une décision qui aurait été remarquable compte tenu des allégations concernant ses liens avec la pègre. Selon certains récits, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a refusé l'offre, laissant sans réponse les questions sur les motivations de Sinatra et sur ce qu'il aurait pu être disposé à partager. À travers tout cela, Sinatra a maintenu une image publique soigneusement organisée. Sur scène et dans les entrevues, il était l'incarnation de la sophistication, de la classe et de l'esprit. Dehors de la scène, ceux qui le connaissaient le mieux voyaient la volatilité, les rancunes et les arêtes vives qui pouvaient surgir un instant. Cette dualité faisait partie de ce qui faisait de lui une figure si fascinante. Il était à la fois un artiste accompli et un homme qui naviguait dans un champ de mines d'alliances, de rumeurs et de batailles personnelles. Pour Paul Anka, ses révélations et ses expériences ont façonné sa compréhension de Sinatra. Le mentor qu'il admirait était indéniablement un homme de talent et d'influence, mais aussi quelqu'un qui vivait dans un monde où les amitiés pouvaient être stratégiques, les loyautés pouvaient être mises à l'épreuve et les réputations pouvaient changer avec une seule photographie ou une conversation murmurée. Mais la controverse n'était qu'un aspect de l'histoire de Frank Sinatra. Derrière les jeux de pouvoir, les liens politiques et les rumeurs de la mafia se cachait un homme aux prises avec des batailles et des luttes privées qui menaçaient parfois de défaire tout ce qu'il avait construit. Les luttes de Frank dans son décès. Pour tout le glamour et la bravade que Frank Sinatra projetait sur scène, sa vie, loin des projecteurs, était souvent marquée par des turbulences. Sous le charme et la fanfaronnade se cachait un homme aux prises, avec de profondes luttes émotionnelles, dont certaines sont restées cachées au public pendant des années. Ces batailles privées, combinées à des pertes personnelles et à un déclin physique, ont révélé une vulnérabilité qui contrastait fortement avec son image publique de président du Conseil confiant et intouchable. L'un des défis les plus persistants de Sinatra a été sa lutte de toute une vie contre la dépression. Ses amis et collègues ont décrit des périodes où son humeur changeait radicalement. Il connaissait des périodes de forte énergie et de charisme suivies de périodes de retrait calme et mélancolique. Et cette complexité émotionnelle a peut-être été mieux capturée dans sa musique. Des albums comme In the Wee Small Hours n'ont pas seulement mis valeur la tessiture vocale de Sinatra. Chunk Set. Ils sont devenus certains des premiers albums conceptuels de la musique populaire à se concentrer presque entièrement sur la solitude, le chagrin d'amour et le regret. Les arrangements envoûtants et l'interprétation discrète reflétaient quelque chose de profondément personnel, une fenêtre sur le côté mélancolique de l'homme qui pouvait commander une pièce avec un seul sourire. Sa dépression était particulièrement aiguë pendant son mariage tumultueux avec l'actrice Ava Gardner qui a duré de 1951 à 1954. Leur relation était passionnée mais volatile, marquée par des disputes intenses, des séparations et des réconciliations. De nombreux témoignages d'initiés suggèrent donc que Sinatra a même pris des décisions drastiques qui lui ont presque tout coûté pendant cette période car il était submergé par les montagnes russes émotionnelles de leur union. Bien qu'il ait parlé plus tard avec tendresse de Gardner, la qualifiant d'amour de sa vie, la réalité était que leur mariage était aussi destructeur qu'enivrant. La vie personnelle de Sinatra a été davantage compliquée par une tendance à l'instabilité émotionnelle et à l'infidélité. Au cours de sa vie, il s'est marié 4 fois, d'abord avec Nancy Barbato, puis avec Ava Gardner, plus tard avec Mia Farrow et enfin avec Barbara Marx. Chaque mariage a apporté ses propres défis, mais aucun n'a échappé à l'impact de la carrière exigeante de Sinatra, de son style de vie médiatisé et de son tempérament parfois volatile. Son dernier mariage avec Barbara Marx 1976 a suscité des tensions au sein de sa famille, particulier avec sa fille Nancy Sinatra, qui a ouvertement désapprouvé cette union. La tragédie a également joué un rôle important dans la formation des dernières années de Sinatra. Janvier 1977, sa mère, Nathalie Dolly Sinatra, est décédée dans un accident d'avion alors qu'elle se rendait à Las Vegas pour le voir se produire.
Dolly avait été une figure forte et influente dans la vie de Frank, franche, politiquement active et farouchement favorable à la carrière de son fils. Sa mort soudaine a été un coup dévastateur et ses proches ont dit qu'il a été profondément touché par cette perte. Un autre événement traumatisant s'était produit beaucoup plus tôt, 1963, lorsque son fils Frank a été kidnappé à Lake Tahoe. L'épreuve a duré plusieurs jours au cours desquels Sinatra a payé une rançon de $240 000 pour obtenir la libération de son fils. Bien que Frank ait été ramené sain et sauf, l'incident a laissé une cicatrice durable sur la famille. Sinatra lui-même a été ébranlé et pendant des années, il aurait transporté un rouleau de pièces de 10 cents partout où il allait. Une habitude qu'il avait prise lors de l'enlèvement, lorsqu'il avait été contraint d'utiliser des téléphones publics pour communiquer avec les ravisseurs. La vie professionnelle de Sinatra n'a pas non plus été épargnée par les revers. Bien qu'il ait connu un immense succès, il y a eu des moments où ses projets créatifs n'ont pas réussi à trouver un écho auprès du public. L'un des exemples les plus notables est l'album conceptuel Watertown, un projet ambitieux racontant l'histoire d'un homme dont la femme le quitte. Malgré les éloges de la critique pour sa profondeur émotionnelle, l'album a été un échec commercial, se vendant mal et laissant Sinatra déçu. Au milieu des années 1980, la santé de Sinatra a commencé à montrer des signes de fatigue. 1986, il s'est effondré sur scène à Atlantic City, raison d'une diverticulite, une affection douloureuse affectant le tube digestif. Bien qu'il se soit rétabli et soit revenu sur scène, cela lui a rappelé que même lui n'était pas à l'abri des conséquences physiques de décennies passées sur la route. Les années 1990 ont apporté un nouveau déclin, allant de la perte de mémoire à la fatigue et à une fragilité croissante. Pour un artiste qui avait bâti sa carrière sur le contrôle de sa voix, de son timing et de son image, ces changements ont été particulièrement difficiles. Chunk 8, 1994, alors qu'il se produisait à Richmond, Virginie, Sinatra s'est évanoui sur scène. L'incident a été largement rapporté et, pour de nombreux fans, il a symbolisé la disparition d'une époque. Bien qu'il ait continué à faire des apparitions publiques par la suite, la vigueur et la précision qui avaient autrefois défini ses performances n'étaient plus les mêmes. Au fil des années 1990, ses apparitions publiques se sont raréfiées et il a été de plus protégé de la presse. Ses amis et sa famille ont révélé plus tard que ses problèmes de mémoire s'aggravaient et que son esprit autrefois vif était affaibli par la maladie et l'âge. Le 14 mai 1998, Frank Sinatra est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'une crise cardiaque à Los Angeles. La cause officielle était une crise cardiaque, mais elle est survenue après des années de déclin de sa santé. Son décès a marqué la fin de l'une des carrières les plus mémorables de l'histoire du divertissement. Des hommages ont afflué du monde entier, honorant non seulement sa musique, mais aussi son impact sur la culture du film et l'identité américaine. Ces funérailles, qui ont eu lieu à l'église du Bon Berger à Beverly Hills, ont réuni un mélange de légendes hollywoodiennes, de personnalités politiques et d'amis personnels. Gregory Peck a prononcé un éloge funèbre émouvant et son cercueil était accompagné d'arrangements floraux orthographiant « The Best », un clin d'œil à l'une de ses chansons les plus appréciées, « The Best is yet to come ». Pour Paul Anka, les luttes de Sinatra et son décès éventuel ont été des moments profondément personnels. Il avait vu Sinatra à ses plus hauts sommets, commandant des scènes à Las Vegas, façonnant l'image du Rat Pack et enregistrant certaines des musiques les plus durables du XXe siècle. Mais il avait également vu les fissures dans l'armure, le désespoir privé, les pertes personnelles et le tribut d'une vie vécue constamment sous les yeux du public. Et lorsque Paul Anka a finalement réfléchi à ses années avec Frank, à la musique qu'ils ont partagée, aux controverses qu'ils ont surmontées et à l'homme derrière la légende, ses pensées ont révélé à quel point leur lien avait été compliqué et inoubliable. Les pensées d'Anka sur Sinatra. Pour Paul Anka, Frank Sinatra n'a jamais été un artiste comme les autres. Il était la référence à laquelle tous les autres étaient mesurés. Dans les entrevues qu'il a accordées au fil des ans, Anka a toujours qualifié Sinatra
du plus grand artiste de tous les temps, tantôt un titre qu'il n'offre pas à la légère. Pour Anka, la capacité de Sinatra à tenir un public haleine, à commander une pièce et à interpréter une chanson avec une conviction absolue était inégalée. Il comprenait que le don de Sinatra ne résidait pas seulement dans les notes qu'il chantait, mais dans la façon dont il donnait l'impression que chaque parole était vécue, personnelle et réelle. Anka admirait non seulement la maîtrise technique de Sinatra, mais aussi son influence culturelle. Sinatra était plus qu'un chanteur, c'était une icône dont le style, les manières et l'image publique ont contribué à définir une époque. Au milieu du XXe siècle, il représentait un certain idéal de sophistication et de confiance, une image qui plaisait aux fans de la salle de concert à la salle de conférence. Qu'il se tienne sous les lumières vives de Las Vegas ou qu'il enregistre studio, Sinatra projetait une présence inébranlable qui a fait de lui une figure durable du divertissement américain, mais Anka n'a jamais ignoré l'autre facette de la personnalité de Sinatra. Il a ouvertement reconnu que Sinatra pouvait être volatile, capable d'accès de colère soudain, inflexible dans ses attentes et farouchement dominateur ce qui concerne son travail et ses relations. Les gens qui le contrariaient avaient rarement une deuxième chance. Il y avait un facteur de peur qui entourait Sinatra, même parmi ses amis et collaborateurs. Dans une interview, Anka a dit un jour, quand Sinatra dit « Nous allons dîner, vous laissez tout tomber et vous allez dîner ». Anka a vu ce côté assez souvent pour savoir qu'il faisait autant partie de la composition de Sinatra que son charme légendaire. Pour beaucoup, ce qui a fait fonctionner leur relation, c'est le fait qu'Anka était différent. Il était diplomate là où Sinatra était énergique et stratégique là où Sinatra se fiait à son instinct. Anka est entré jeune dans l'industrie et a appris tôt comment gérer la gloire sans la laisser le consumer. Il valorisait l'équilibre émotionnel et les relations à long terme, préférant éviter les conflits inutiles. Cette différence de tempérament signifiait que Anka pouvait survivre et même prospérer au sein du cercle intime de Sinatra sans devenir une autre victime de son tempérament. Anka comprenait également comment gérer les humeurs et les attentes de Sinatra. Il savait quand s'opposer et quand s'écarter, quand engager une plaisanterie et quand se taire. Cette intelligence émotionnelle a maintenu le lien entre eux fort même pendant les moments de tension. Là où d'autres n'auraient pu être intimidés, Anka a approché Sinatra avec un mélange de respect et d'assurance, des qualités que Sinatra semblait apprécier. Anka voyait Sinatra non pas comme une idole sans défaut, mais comme un être humain complet, à la fois brillant et imparfait, généreux et exigeant, inspirant et intimidant. Leur lien était fondé sur le respect mutuel et une compréhension commune de ce que signifiait vivre dans le monde impitoyable du spectacle. Et bien qu'Anka ait bâti sa propre carrière remarquable, il n'a jamais oublié l'homme qui a chanté My Way et, ce faisant, leur a donné à tous les deux une place permanente dans l'histoire de la musique. Pensez-vous que Paul Anka a reçu suffisamment de crédit pour avoir écrit My Way ? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de mises à jour.